L'année suivante, en 1994, j'entamais ma 4e année dans une école de filles. Le matin, j'étais une bonne élève. Les après-midi, je jouais dans les rues du quartier. Un matin, la délégation forte et composée de la sœur directrice et des multiples personnalités de notre école entra dans notre classe. Pour les accueillir, notre maître ordonna la formule d'hospitalité et de respect. « Levez-vous !» Les élèves bras croisés se levèrent et répondirent à l'unisson. Nous nous levons. Bienvenue à madame la directrice de l'école primaire Maoua et à tous les visiteurs. Notre devise, c'est le travail et la propreté. Dans notre classe, nous étions généralement assises à 3 sur un banc. Après nous avoir fait asseoir, la directrice nous expliqua que nous serions assises à 4 ou à 5 par banc car d'autres enfants viendraient étudier avec nous. Le jour suivant, les petites filles sont arrivées vêtues en uniforme d'écolière, jupe bleue et blouse blanche. Comme nous, elles parlaient un français élémentaire. En revanche, leur première langue, qui était le Kinyarwanda, influençait leur prononciation en français. Elles remplaçaient systématiquement les L par le R. Kaitesi, l'une d'elles, avait une petite tête bien ronde. Je l'enviais particulièrement pour son petit nez collé en triangle droit sur sa face. Kaitesi est devenue une amie. On s'entendait tellement bien. On aimait les mêmes jeux, Mouloubé et Lobé-Lobé-Lo. Pendant les heures de récréation, elle m'enseignait les chansons en Kinyarwanda et je lui enseignais le base pour danser la musique congolaise qui était chantée en lingala et kiswahili. Finalement, l'année scolaire toucha à sa fin. Les grandes vacances commencèrent dans l'attente des résultats. Kaitesi faisait partie des groupes des orphelins Tutsi du génocide qui avaient été accueillis par les religieuses de Goma. Le matin du 2 juillet 1994, le jour de la remise des bulletins, je me suis rendu à l'école espérant rencontrer Kaitesi. Hélas, elle n'était pas là. La guerre du Rwanda qui opposait les tribus Hutu et Tutsi était en train de finir. Les réfugiés Hutu provenant du Rwanda entraient dans la ville de Goma. Ils étaient au bord des routes, ils occupaient tous les espaces et Kaitesi était Tutsi et ne pouvait plus venir à l'école. Comme les Hutus avaient perdu la guerre, ils fuyaient le Rwanda pour le Congo. Plusieurs Tutsis de Goma faisaient les mouvements en sens inverse. Datoto et toute sa famille sont partis s'installer au Rwanda. Nous avons appris qu'ils habitaient une maison dont les propriétaires étaient en fuite. Cela n'était pas juste, me disais-je. En revanche, je me consolais du fait que Kaitesi était rentré vivre dans son pays. Les jours suivant la proclamation des résultats, je ne pouvais plus sortir de chez moi. La ville de Goma, qui avait autour de 300 000 habitants en janvier 1994, avait accueilli des millions de réfugiés rwandais. Elle était débordée. Il y avait des gens partout. Par pénurie d'eau, une épidémie de choléra s'était déclenchée. En quelques temps, tous les hôpitaux et toutes les structures médicales étaient sursaturées. Les malades dormaient par terre, dans les corridors, le véranda et les jardins des centres de santé. Les réfugiés et plusieurs habitants de Goma sont morts comme des diptères pulvérisés à l'insecticide. Les cadavres étaient mis au bord des routes. Des volontaires de la Croix-Rouge les récoltaient et les jetaient dans les camionnettes comme des sacs de vivres. Ils les enterraient dans les fosses communes hors de la ville. Pour éviter la propagation de la maladie, mes parents m'avaient interdit de sortir de la maison. Après plusieurs semaines enfermé dans la maison pour me protéger du choléra, j'étais fatigué. Je voulais simplement faire un tour. J'ai ainsi supplié ma sœur qui a 6 ans de plus que moi, d'accepter ma compagnie quand il irait chercher de l'eau. Le matin suivant, il m'a réveillé à 6 heures du matin. Elle a pris son bidon jaune de 20 litres. J'ai agrippé un petit bidon blanc de 5 litres. Nous avons traversé les ruelles de notre quartier. Elle avait complètement changé. Les arbres avaient été coupés. Les branches servaient de bois de chauffage au foyer des réfugiés. Quand nous sommes passés devant mon école, l'école primaire Maoua, une fumée puante d'une odeur lourde couvrait l'atmosphère, comme si on y brûlait des excréments. La petite brousse qui entourait notre école était occupée par des gens sales qui se protégeaient du froid avec des couvertures grises. Ils étaient assis par groupes de 5 ou 6 sur des nattes de raffia. Certains avaient construit des abris avec des sacs en plastique ou des vêtements en lambeaux. À côté d'eux, une chèvre bêlait ou une vache mugissait. Passé au milieu d'une petite forêt de cactus et de grands arbres, je regardais chaque coin de la route avec une affection particulière. Cela faisait un moment que je regardais Goma qu'à travers les images en noir et blanc de notre télévision. De loin dans le bois, j'ai aperçu une femme vêtue d'une blouse violette en satin. Elle était assise par terre et s'appuyait sur un tronc d'un vieux robinet. Elle semblait dormir. En même temps, elle semblait gonfler. Elle était seule. En la voyant, quelque chose en elle m'avait terrifié.
Quand nous sommes arrivés au tank, nous avons attendu des heures, dans la file longue de près de 50 mètres, avant de pouvoir puiser l'eau dans nos bidons et repartir à la maison. Je demandais à ma sœur si elle avait vu cette grosse dame qui dormait. Notre conversation a suscité l'attention d'autres personnes. Le message a atteint les services de la Croix-Rouge les plus proches. Les secouristes sont venus récupérer les corps quelques heures plus tard. Ils ont enroulé la dame dans une natte sur laquelle elle était assise. Ensuite, ils l'ont mise dans un grand sachet blanc. Ils l'ont portée vers la camionnette garée à quelques mètres de nous. C'est là que j'ai compris que c'était un cadavre en décomposition. Il empestait l'air. Tous les puiseurs d'eau ont mis les mains sur le nez au passage du brancard. Après cette sortie, je ne voulais plus jamais quitter notre maison. L'image de cette dame est restée pour moi le symbole de la guerre du Rwanda, que nous avons vécu depuis les recrutements jusqu'à la victoire du Front patriotique rwandais. Je ne saurais jamais dire si cette dame était zaïroise ou rwandaise. Mais s'il n'y avait pas eu une guerre au Rwanda, elle ne serait certainement pas morte si dramatiquement. J'avais aussi changé mon regard sur les pauvres réfugiés que nous avions surnommés Unifungurire, qui signifie « aide-moi » en Kinyarwanda. Unifungurire, c'est l'unique mot qu'il prononçait quand il faisait le porte-à-porte pour quémander. Je ne les voyais plus comme des gens qui se plaisaient à demander tout. Ils étaient simplement des survivants. Je ne me pressais plus de leur répondre « Namafaranga dufite », une phrase en Kinyarwanda qui veut dire « on n'a pas d'argent ». Dorénavant, quand ils arrivaient, j'avisais ma mère et elle trouvait toujours quelque chose à leur offrir. Heureusement, après 2 jours, 2 semaines et 2 mois, la situation a évolué. Les réfugiés ont été regroupés sur un espace d'environ 13 km² à l'ouest de la ville, le camp de Mugunga. Cet espace a accueilli le plus grand camp des réfugiés de toute l'histoire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plusieurs organisations internationales sont venues s'installer à Goma. Celles-ci distribuaient du lait, des biscuits, de la semoule de maïs, des conserves et de l'huile raffinée. En 1995, Goma s'était métamorphosée. Elle était devenue grande et bouillonnante. Je n'avais que 11 ans, mais j'avais la sensation d'être une nouvelle arrivée dans mon propre quartier.